Que la paix soit sur vous les amis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, chers Gaulois et chères Gauloises, on va parler de deux sujets très intéressants et très importants. Un, la science, et deux, les métaphores. Alors la science. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la science en 2015, j'ai fait beaucoup de lectures autour de la physique, la cosmologie, etc. Enfin, j'ai lu vraiment énormément de bouquins sur ces sujets-là. Et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait énormément de trucs complètement incohérents. C'est-à-dire que dans les dogmes scientifiques, entre guillemets, il y a des choses qui sont contraires à la logique, mais à la logique de base. C'est-à-dire la logique qui fait que, par exemple, ce qui est blanc n'est pas noir, ce qui est noir n'est pas blanc. Bon, bien sûr, il peut y avoir des gâteaux en chocolat qui sont à la fois au chocolat noir ou au chocolat blanc, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que si par exemple le dauphin est un mammifère, ce n'est pas un poisson. Donc ça c'est des trucs très 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 simples de la logique, et en fait dans la science, dans les dogmes scientifiques, il y a des choses qui sont en contradiction avec ça. Et donc au début j'ai pas compris, je comprenais pas, et puis après j'ai creusé, j'ai gratté, et au bout de beaucoup de lectures, ça a pris vraiment des mois et des mois, mais je faisais quasiment que ça, j'ai fini par comprendre que la Terre est plate, et que ces dogmes pseudo-scientifiques complètement aberrants avaient été inventés pour dissimuler des résultats gênants d'expériences véritablement scientifiques. Donc par exemple, je vous donne deux exemples précis. L'idée que la vitesse de la lumière est constante, qu'elle ne peut ni ralentir ni accélérer. C'est-à-dire que si vous prenez une lampe et que vous prenez une lampe, la vitesse de la lumière, ça sera la même si la lampe est immobile que si elle est jetée à la vitesse de la lumière justement dans l'espace. Donc il y a un côté complètement incohérent, puis ça voudrait dire que au lieu de s'additionner, la lumière ralentit en fait. Ça voudrait dire que quand vous accélérez la source de la lumière, la lumière elle-même ralentit pour rester toujours à la même vitesse, exactement comme quelqu'un en voiture qui ralentirait pour respecter une limitation de vitesse, même s'il est poussé par le vent à l'arrière de son véhicule par exemple. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça par exemple, l'idée que la lumière, la vitesse de la lumière est constante, c'est une idée complètement débile, contraire à la logique la plus élémentaire. Et en fait, d'où vient cette idée? Elle vient d'Einstein. Albert Einstein. Et pourquoi Albert Einstein a voulu instaurer ce dogme? Mais parce que c'était pour dissimuler les résultats d'une expérience qui avait eu lieu avant et qui gênait qui gênait tout le monde en fait dans la communauté scientifique, parce que cette expérience montrait que la vitesse de la Terre était nulle. C'est-à-dire que la vitesse de la Terre est immobile. Donc forcément c'était gênant à l'époque, hein. J'en parle du début du XXe siècle, au tout début. C'était vraiment gênant et ça mettait dans la barre les scientifiques, parce que bien sûr qu'à l'époque, le dogme de la Terre qui tourne était admis depuis bien longtemps, et faire une expérience qui brusquement contredit ça et dit bah non, au final la Terre ne bouge pas, c'était hyper embarrassant pour la communauté scientifique. Et donc Einstein est arrivé, il a proposé un dogme absurde mais qui permettait d'éviter la conclusion de cette expérience. Et c'est pour des raisons similaires qu'on croit aujourd'hui, par exemple, aussi que les ondes électromagnétiques et les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide, alors que, par définition, une onde, c'est le mouvement de quelque chose. Donc là où il n'y a strictement rien, il ne peut pas y avoir d'onde. C'est comme si on disait un coup de pied sans pied. Alors, s'il y a un coup de pied, forcément il y a un pied. De même, s'il y a une onde, il y a forcément quelque chose qui bouge. Et pourtant, actuellement, si vous regardez dans n'importe quel ouvrage pseudo-scientifique, il est posé comme un dogme que les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide. Et ça aussi, hein, c'est pour les mêmes raisons. Je ne pourrais pas vous faire l'historique en détail, mais c'est pour les mêmes raisons. C'est pour cacher toujours les résultats de cette expérience. Donc, dans ce qu'on appelle la science, il y a énormément d'aberrations logiques qui ont pour origine la volonté de dissimuler des vérités qui dérangent, principalement le fait que la Terre, 1, ne bouge pas, 2, est plate. Donc c'est pour cacher ces deux faits extrêmement gênants, 1, Terre immobile, 2, Terre plate, qu'il y a beaucoup de dogmes faux dans la science. Et c'est des dogmes qui servent à rien, sauf à cacher justement ces deux faits-là.
Et donc, en m'intéressant à tous ces sujets-là, j'ai pris conscience que la science est une idole. Mais c'est une idole extrêmement bien cachée, en ce sens que absolument tout le monde l'adore. C'est-à-dire que les gens qui remettent en cause les dogmes scientifiques sont extrêmement rares. Bon, il y en a, hein, mais c'est vraiment très très rare. Et puis ils se situent quasiment tous chez des platistes. Hein. Ou alors, c'est chez les platistes qu'on trouve les gens qui remettent en cause cette idole. Ou encore chez les gens qui pensent que la Terre est immobile, sans aller jusqu'à dire qu'elle est plate, mais au moins ils disent qu'elle est immobile. Donc les... comment ça s'appelle il y a un nom, c'est parce qu'il y a ceux qui sont héliocentristes, et ceux qui pensent que la Terre est au centre et que c'est autour de... et qu'elle est immobile, c'est les géocentristes. Donc enfin on a les platistes et les géocentristes. Les platistes sont tous géocentristes, mais en plus ils pensent que la Terre est plate. Les géocentristes pensent simplement qu'elle est ronde et immobile. Donc en fait, à part ces deux catégories de personnes, les platistes et les géocentristes, personne ne remet en cause les dogmes pseudo-scientifiques, alors que beaucoup sont complètement aberrants, et qu'un enfant de 10 ans qui raisonne sainement peut les détecter, tellement c'est absurde, certaines propositions dites scientifiques. Et les maîtres du monde, les pédosatanistes, les diables, l'état profond, on peut les nommer comme on veut, les Illuminati, les francs-maçons, etc. Ces gens-là savent très bien que nous vénérons à la science. Ils savent que nous avons un respect démesuré pour les scientifiques et que nous n'avons aucun esprit critique vis-à-vis d'eux, que nous sommes prêts à avaler n'importe quelle connerie, n'importe quel bobard, n'importe quelle couleuvre, dès lors qu'elle est prononcée par un scientifique. Ce qui fait que les mimivirus, les pandoravirus, etc., ça peut très très bien être des gros mensonges pseudo-scientifiques qu'on nous met sous le nez en étant persuadés que nous ne comprendrons pas que c'est de l'intox. C'est-à-dire qu'ils mentent de façon tellement radicale sur tellement de sujets scientifiques entre guillemets, qu'ils peuvent très très bien mentir sur ce sujet-là comme sur les autres. À partir du moment où ils mentent sur la Terre vue de l'espace et qu'ils font des fausses photos, ils peuvent très bien aussi, c'est encore plus facile, faire une fausse photo d'un virus. On peut pas les vérifier, c'est trop petit. Donc ce qui est tout petit, c'est comme ce qui est très très loin, ça rend le mensonge très facile, parce que personne ne peut aller vérifier. À l'époque où il n'y avait pas où les voyages étaient compliqués, les gens vous disaient oui, je suis allé dans un pays lointain, j'ai vu des hommes qui avaient 3 têtes, blablabla, blablabla. Les gens le croyaient parce qu'ils pouvaient pas les vérifier. De nos jours, c'est les scientifiques, oui, à telle échelle microscopique, on voit ci, on voit ça, et puis voilà, on les croit parce qu'on peut pas les vérifier. Et parce que ils sont auréolés par leur prestige scientifique, et qu'on a une confiance aveugle et débile dans les spécialistes. Le mot même de spécialiste, j'ai l'impression que ça neutralise les capacités logiques du cerveau. On se dit, ah, c'est un spécialiste, donc je dois le croire. Scientifique et spécialiste, ce sont deux termes qui sont vraiment chargés d'une espèce d'énergie qui paralyse la logique. On se dit, c'est un scientifique, c'est un spécialiste, ça y est, c'est fini, j'ai plus le droit d'avoir une opinion, je suis sûr de ne pas comprendre, et je dois simplement croire bêtement, comme si j'étais un chrétien, et que j'écoutais le curé parler en latin pendant la messe il y a 200 ans. Donc voilà, c'était des petites parenthèses sur le côté scientifique. Et cette idole de la science doit tomber si on veut rétablir la relation entre les gens et Dieu. Ce qui implique bien sûr d'arriver à les pousser, à les inciter à se dire que ouais, peut-être les scientifiques leur mentent. Ils nous mentent sur la forme de la Terre, ils peuvent très bien nous mentir aussi sur les mimivirus au nom ridicule et les pandoravirus au nom pas ridicule mais très significatif. D'ailleurs, j'ai vérifié donc l'explication par laquelle les scientifiques, dont Rao, je crois bien qu'il est dans l'histoire, faut que je vérifie, mais j'ai vu son nom, ont baptisé ces pseudo-nouveaux virus pandoravirus. Donc l'explication c'est que il y a deux explications en fait, qui sont soi-disant complémentaires, enfin il y en a deux parce qu'il y en a aucune des deux qui est bonne en fait. Ils essaient de rajouter plusieurs explications pour justifier,
Parce que aucune des deux explications n'est vraiment convaincante. Donc du coup ils en rajoutent en se disant ça va être plus crédible. Ils ont fait pareil pour les mimivirus, ils donnent 2 explications du nom. Alors qu'en fait aucune des deux ne tient la route. Donc pour Pandoravirus, qu'est-ce qu'ils donnent comme explication? Ils disent c'est parce que ces virus vont remettre en cause, chambouler tout ce qu'on savait sur les virus avant. Mais Pandora, dans la mythologie, c'est pas qu'elle remet en cause, c'est pas qu'elle réorganise des choses, c'est qu'elle fout le bazar, c'est qu'elle déverse les malheurs sur l'humanité. Donc c'est pas un changement d'ordre, c'est l'apport du chaos. Donc déjà, le rapprochement il marche pas. Parce que si c'était simplement une nouvelle catégorie de virus qui apportait simplement un nouvel éclairage, etc., ça serait juste un changement d'ordre. Là, Pandora, c'est la métaphore d'une femme qui déverse toutes les catastrophes, tous les malheurs sur la Terre. Donc ça colle pas, cette explication 1. Et la deuxième explication colle encore moins, c'est parce qu'ils disent, c'est par rapport à la forme du virus, il a la forme d'une amphore. Et Pandora avait une amphore. Alors déjà, dans la plupart des représentations, même les représentations grecques et gréco-latines, antiques, Pandora n'a pas une amphore, elle a une boîte. Donc il faudrait que le virus soit en forme de boîte, il n'est pas en forme de boîte. Secondo, ils disent, ça a la forme d'une amphore avec des anses. Effectivement, une amphore, ça a des anses. Ça a des anses, des petites poignées, là, 2 petites poignées de chaque côté. Mais le Pandoravirus, sur la façon dont il est représenté, il a 0 anse. Donc à la limite, on aurait pu dire le gourdovirus, il a la forme d'une gourde, si on veut. Mais pas d'une amphore. Donc, aucune des deux explications n'est logique, en fait. Du coup, sachant que les 2 explications qui sont données, qui sont proposées, qui sont soi-disant les bonnes, ne sont pas valables, ne sont pas rationnelles, se repose la question, pourquoi ils ont baptisé ces virus émergents, soi-disant, récemment découverts, soi-disant, etc. Pourquoi les ont-ils baptisés Pandoravirus? Moi, personnellement, je pense que la vraie explication, c'est parce que ces virus sont imaginaires et ont été inventés, puisqu'il s'agit du concept, pour foutre le bazar, mettre le chaos. Et donc je pense que le coronavirus est un Pandoravirus. Il n'est pas censé être un Pandoravirus, mais je pense que c'est un Pandoravirus. Ça, ils le disent pas. Et que c'est aussi un mimivirus. Et que, en fait, mimivirus et Pandoravirus, c'est la même chose. C'est des virus imaginaires. Alors on peut se poser la question du coup, mais pourquoi ferait-il allusion au fait qu'ils inventent des virus, alors qu'ils pourraient très bien garder ça pour eux? Je pense que c'est une façon de se foutre subtilement de notre gueule, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais une façon de se moquer subtilement de nous, puisque ils nous mettent un peu sous le nez ce qu'ils sont en train de nous faire. Il y a un petit côté provocation, et je pense que c'est ce qu'ils aiment faire en fait. Ils aiment bien faire allusion publiquement à ce qu'ils font secrètement. Voilà. Bon, je voulais vous parler des métaphores, mais pour cette vidéo, ça suffira. Je viendrai sur le sujet des métaphores donc dans la prochaine vidéo. À bientôt les Gaulois et les Gauloises. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose.